Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, c'est parti. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié au contrat d'études prospectives sur les métiers de la filière nutrition-santé qui a été porté par Eurasanté Clubster NSL en lien avec Stratellis et qui a été porté avec le soutien bien évidemment de la Directe et de l'État. Je vais laisser mes intervenants prendre la parole pour se présenter et faire un rapide tour de table, à commencer par Émilie Gazot. Alors, bonjour à tous. Très brièvement, moi, je suis directrice du cabinet Stratellis. On a un cabinet d'audit et de conseil spécialisé dans le secteur de la santé, dans le secteur médico-social. Et donc, on a été missionné pour réaliser le CEP, principalement sur l'année 2020, auprès de l'ensemble de la filière santé, nutrition de la région des Hauts-de-France. Merci beaucoup, Émilie. Jean-Claude, je vais laisser la parole du coup à Jean-Claude Charles. Ok, donc Jean-Claude Charles, je suis le directeur général d'une société qui s'appelle S-Inter, qui est située à Lens, et je suis le président du Clubster NSL. Voilà. Après, je reprendrai la parole pour faire avant de passer la parole à Émilie, si tu veux bien, Marion. Tout à fait, bien sûr. Et donc, en dernier témoin pour ce webinaire, nous avons également Christian Gourdin qui devrait nous rejoindre d'ici quelques minutes, directeur général d'Innovelam. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Claude Charles pour introduire finalement les objectifs de cette étude qui a été portée, donc, comme je disais, par Clubster NSL et Eurasanté. Ok. Alors, pour resituer en deux, trois mots, en 2014-2015, je ne sais plus exactement, on avait mené au niveau du Clubster NSL et avec le concours d'Eurasanté une première étude dans le cadre d'un CEP concernant la région Nord-Pas-de-Calais, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore les Hauts-de-France, pour regarder les besoins en formation et l'adéquation entre les besoins et les réponses dans la région. Ça avait conduit à un certain nombre de choses, notamment à la formation mobile, pour ceux qui s'en souviennent, et puis à la création d'un catalogue, et ça a contribué à la mise en place un catalogue des formations disponibles en région, bien sûr, et ça avait conduit, et ça avait également contribué à la création de la plateforme formation qui a été mise en place. En 2020, donc, comme vous venez de le dire, et comme vous le savez, puisque un certain nombre d'entre vous ont participé à cela, il y a une étude à nouveau qui a été mise en place, histoire de regarder un peu quelles sont les évolutions depuis 2015, quelles sont les perspectives et qu'est-ce qui est nécessaire de faire. Alors, on est toujours bien sûr dans les métiers autour de la filière santé-nutrition. Les objectifs de l'étude, si j'ai bien compris, c'est caractériser les enjeux à venir. L'objectif qui est caché derrière ça, bien sûr, c'est de l'accompagnement des entreprises dans les problématiques de recrutement et de formation. C'est toujours un enjeu extrêmement compliqué. Et bien sûr, la volonté, c'est de contribuer à une meilleure adéquation des profils aux besoins qu'on peut rencontrer, nous, sur le terrain. Alors, ça a été mené, je le souligne, avec la participation de plus de 70 acteurs entreprises. Donc ça, c'est extrêmement important parce que je crois que ce que je veux souligner, c'est que c'est toujours très difficile de réaliser une étude de ce type-là, en particulier quand il faut synthétiser les choses. Je pense que chaque entreprise a quelque part des besoins qu'elle considère, qu'elle a tendance à considérer à la fois comme universels et en même temps comme totalement uniques, et qui sont propres à elles-mêmes. Et ça, c'est extrêmement difficile, je pense, quand on fait une étude. Je dois tirer mon chapeau à ce qui a été fait par Émilie et son équipe, parce que c'est très, très difficile. Et en même temps, c'est un vrai besoin pour les entreprises. Et c'est encore plus compliqué quand il faut se mettre en projection sur l'avenir. Voilà, donc c'est un peu... Émilie va nous présenter maintenant son étude, on va lui passer la main. Et je pense qu'elle va nous apporter un certain nombre d'éclairages et de réponses à ces questions qu'on se pose, et que ça nous aidera réellement dans l'avenir pour améliorer cette adéquation entre nos besoins actuels et futurs d'ailleurs, pour une performance encore meilleure. Merci beaucoup, Émilie, je t'en prie. Juste, oui, les intervenants, donc je sais aussi qu'éventuellement on sera sollicité, sans doute un peu moi-même, mais aussi notre ami, Monsieur Christian Gourdin, pardon,
parce qu'on doit éventuellement essayer de témoigner dans le cadre de cette entreprise, de cette étude, pour éventuellement si Émilie. Alors, j'ai pas de questions préparées, hein, je vous le dis tout de suite, donc on témoignera comme on peut. Voilà. Émilie, c'est Oui, à toi. Merci beaucoup et encore bravo. Hein. merci, merci pour cette introduction. Alors, c'est vrai que le challenge, c'était effectivement d'avoir un état des lieux le plus représentatif possible des besoins de la filière en termes d'emploi, de recrutement, en termes de compétences et aussi de difficultés. Comme le dit Jean-Charles, nous, on a vraiment essayé aussi de travailler l'étude pour se dire qu'est-ce qu'en termes d'action il peut être mis en place, quel type d'accompagnement, quel type d'outils, quel dispositif peut être aussi enclenché par les entreprises. Donc, effectivement, je vais vous présenter une synthèse des résultats de l'étude. Il y aura des éléments plus complets qui seront aussi à disposition. Alors, je vais sur certaines diapos passer brièvement. N'hésitez pas à poser des questions. Je pense que Marion en fera le relais au fur et à mesure. Voilà, en gros, je vais expliquer l'objectif, la méthode, présenter la filière, donc le panorama régional sur ce volet emploi, compétences et recrutement et les grandes mutations qu'on observe. On présentera une cartographie des métiers et puis un point sur les formations, sur la formation aujourd'hui, tant initiale que continue. Et puis, on présentera aussi de manière synthétique le plan d'action qu'on a mis en œuvre dans cette étude. Alors, objectifs et méthodologie, tu peux passer Marion. Donc, c'était caractériser les enjeux au niveau de l'emploi, cartographier les métiers, les compétences que vous recherchez en tant qu'entreprise pour pouvoir justement essayer de proposer des outils, des actions pour qu'il y ait une meilleure adéquation entre vos besoins et l'offre de formation aujourd'hui disponible. Donc, comme le disait Jean-Charles, on a interrogé 70 acteurs de l'innovation en santé, donc 66 entreprises. Alors, on était quand même dans tu peux passer Marion. On était quand même au niveau du timing, hein, notamment au moment d'interroger les entreprises sur le premier confinement. Donc, c'est vrai que c'était un peu particulier pour approcher les entreprises et que c'est pas simple de prendre du temps hein, pour répondre à ce type d'enquête. Mais c'est vrai globalement, les personnes qu'on a interrogées étaient partie prenante et je remercie les entreprises qui ont répondu. Donc, un démarrage de mission en février-mars l'année dernière, un travail sur le panorama. Ensuite, on a plutôt travaillé sur les métiers et la partie formation et le plan d'action qui essaye de proposer des actions au regard de l'évolution du secteur santé au sens large. Donc sur la première, en fait, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que la variété des acteurs entreprises santé nutrition en région est très vaste. Donc on a 4 grands secteurs. Donc on a commencé à échanger avec certaines entreprises pour structurer un questionnaire et ensuite on a réalisé des entretiens soit téléphoniques, soit via Teams parce que la période, malheureusement, on a très peu fait d'entretiens face à face puisque le Covid est arrivé en même temps. Donc ça, c'était pour la première étape. Et ensuite, tu peux passer, Marion. Sur la deuxième étape, c'était sur les métiers, comme je disais, les formations et puis sur le plan d'action. Alors, par rapport à la filière, il y a des éléments que je passerai brièvement, mais c'est vrai que la filière aujourd'hui, la filière santé-nutrition, hein, c'est le 3e pôle d'excellence pour les activités de ce secteur en France. Plus de 1000 entreprises, plus de 30 000 salariés, 12 milliards de chiffre d'affaires, avec on va dire des thématiques de premier ordre sur le textile technique en santé, la fabrication d'équipements médicaux hospitaliers, sur la nutrition et les ingrédients fonctionnels et 3e région aussi sur le data management et la e-santé. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment des acteurs et des sujets intéressants en région. Alors, on a 4 grands sous-secteurs qui ont été identifiés au niveau des entreprises. Donc, le secteur biomédical, on
va dire l'équipement, le dispositif médical. Le secteur pharma, biotech, nutrition, on va dire plus affilié à de la recherche, voilà, de médicaments ou d'ingrédients. Les services spécialisés en santé et puis l'e-santé. Donc ça, c'est les quatre sous-secteurs qui ont été ciblés et qui représentent la filière. Donc on vous a mis une petite carte. Comme l'a dit Jean-Charles, cette étude, elle était bien au niveau des Hauts-de-France, pas uniquement Nord-Pas-de-Calais. Donc, on a aussi interrogé des acteurs de la Somme ou de l'Aisne. Donc là, vous avez quelques exemples, on peut passer rapidement, mais par sous-secteur, vous voyez un petit peu les entreprises. Alors, par rapport au panorama régional, donc l'idée, c'était à travers un questionnaire d'identifier les enjeux, les problématiques RH, le sujet du recrutement et la formation formation des salariés des entreprises de la filière. Donc on a interrogé les entreprises sur leur entreprise, leur taille, le recrutement, les volumes, les typologies, quel type de profil il y avait dans les entreprises en termes de niveau de diplôme, et puis aussi la formation continue des salariés, et puis les évolutions récentes en termes de métiers, en termes de développement et en termes de tendance aussi, quels étaient les métiers qui étaient émergents chez eux. Donc ça, c'était notre questionnaire. Alors, au niveau des entreprises, donc vous voyez par secteur le nombre d'entreprises qui ont été interrogées. Donc, vous voyez un petit peu la répartition. On a quand même un panel qui est assez éclaté, où on a quand même eu des retours de chacun des sous-secteurs. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà des entreprises, il nous a semblé intéressant de pouvoir échanger avec d'autres acteurs, donc, et notamment les syndicats professionnels de la filière. Alors, plutôt sur la partie, du coup, on va dire médicaments, pharma, biotech, et puis sur la partie biomédicale avec le SNITEM. Mais c'est vrai que c'était intéressant aussi d'intégrer une vision nationale et des retours sur des typologies d'entreprises au niveau national. On a aussi échangé avec d'autres pôles de compétitivité et puis avec les OPCO. Alors, au niveau de la taille des entreprises qu'on a dans notre panel, on voit quand même qu'on a une majorité d'entreprises où il y a moins de 10 salariés. Donc, c'est vrai que le sous-secteur e-santé, biomédical, on a plutôt des TPE. Sur la partie pharma-nutrition, on va être sur des tailles peut-être un peu plus importantes en termes de taille. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que globalement aujourd'hui, les entreprises, elles ont elles donnent des contrats qui sont stables. La majorité des personnes sont en CDI, 95% des salariés des entreprises de la filière. Donc, on est plutôt sur ce profil-là. Au niveau d'études, on voit aussi que on a relevé des niveaux d'études, des qualifications élevées, où on a quand même plus de 75% des salariés dans les 3 sous-secteurs e-santé, biomède et pharma biotech qui sont à bac plus 5 et plus. Donc, pour la partie service, parce qu'il y a des métiers un peu plus variés. Là, on est plutôt à 50%, mais vous voyez un niveau d'études globalement élevé. Alors, une filière, non, c'est bien Marion, une filière qui recrute. 91% des entreprises ont recruté l'année qui précédait l'enquête. 42% ont même recruté plus de 5 personnes. Donc, c'est vraiment une filière qui est dynamique en termes de recrutement. Sur le recrutement, vous voyez, on a quand même 70% des recrutements qui ont plutôt duré 2 à 4 mois, donc des durées quand même assez longues, et pour 30% qui sont recrutés en moins d'1 mois. Ce qu'on peut dire aussi sur le turnover, c'est que globalement, les entreprises nous ont plutôt dit qu'elles avaient un turnover qui était faible, mais qu'il y avait certains métiers assez ciblés pour lesquels il pouvait y avoir du turnover. Donc, sur le biomédical, on a plutôt eu des profils, du turnover ingénieurs commerciaux, affaires réglementaires, e-santé sur les profils développeurs,
pharma, biotech, nutrition, voilà, on était plus aussi sur des commerciaux, sur les jeunes diplômés, vraisemblablement en lien aussi avec les nouvelles générations, et puis les opérateurs en industrie chimique, et dans les services aussi commerciaux, développeurs, techniciens, et pour les structures qui ont des soignants, c'est vrai que c'est une catégorie aussi qu'on a du mal à fidéliser. Alors, au niveau des recrutements, ce qui est revenu le plus, les entreprises nous ont dit, donc les techniciens, soit de laboratoire ou des techniciens de maintenance, des responsables ou des chargés d'affaires réglementaires, les métiers de la data, data manager, data analyst, les profils commerciaux, et puis les métiers digitaux en lien avec les réseaux sociaux, donc les chefs de produits digital ou community manager. C'est, on va dire, les 5 grands profils qu'on a retrouvés le plus. Alors, on a aussi récupéré des données de Pôle emploi pour montrer aussi la dynamique de recrutement des entreprises. Et donc, vous voyez, là, on voit les offres qui ont été enregistrées par Pôle emploi. Alors, attention, c'est une partie des recrutements parce que toutes les entreprises n'utilisent pas Pôle emploi. Mais vous voyez que sur les deux dernières années, donc sur on va dire 2019 et 2020, on voit un petit peu l'évolution en termes de volume d'offres déposées avec les sous-secteurs que eux ont dans leur tablette, agroalimentaire, biomédical, nutrition, pharma, biotech, et puis services ou TIC santé. Donc globalement, on a quand même pas mal d'entreprises qui sont déposées par la filière, avec plutôt une tendance un peu en retrait sur l'année 2020, qui peut aussi s'expliquer par le contexte Covid. Donc là, c'est la même chose, mais représenté un peu. Enfin voilà, on voit que il y a beaucoup de volume qui est géré par la partie service santé, spécialisé santé, parce que c'est assez large et que ça représente beaucoup de catégories d'entreprises. Après, c'est plutôt biomédical qui arrive en deuxième lieu. Alors, au niveau des grandes mutations identifiées à travers l'étude, ce qui ressort vraiment, c'est l'impact de la donnée, donc sa collecte, son stockage, son traitement, son analyse. Et au-delà des métiers R&D purs, on a vraiment des nouveaux métiers qui arrivent, au-delà des métiers de bioinformaticiens. Donc, c'est plutôt des profils d'analyse, de statisticiens, de mathématiciens, de bioinformaticiens et de programmation, qui vont gérer de la donnée de recherche, la donnée clinique, la donnée de santé, la donnée de marché. Donc, on est vraiment sur la donnée aujourd'hui. La transformation digitale aussi, parce que le médicament, le dispositif médical, autour de ça, il y a effectivement l'intelligence artificielle, la robotisation, les objets connectés, tout ce qui va être simulation, réalité augmentée. Et donc, ça modifie les métiers de la santé au niveau de la recherche, de la production, mais aussi de la recherche clinique. Donc voilà, ça s'accentue d'autant plus avec la crise Covid et tout ce côté dématérialisation. Après, les grandes mutations, il y a aussi tout ce qui va être lié à l'expérience utilisateur, l'expérience client, l'expérience patient. Et donc, les métiers, les experts UI, UX, tout ce qui va être lié au design, à l'ergonomie, et la qualité du véhicule utilisateur dans des environnements numériques. Donc, des ergonomes web, des designers d'interaction, designers d'interface, des référents expérience utilisateur. Donc, voilà, ça, c'est aussi des métiers qui ont été identifiés fortement. Donc, également, le développement de l'e-santé, la santé numérique et l'impact qu'ils ont sur les dispositifs médicaux. Donc, tout ce qui va être lié à la télémédecine, le télésuivi. Donc, besoin de compétences numériques, informatiques, voire pluridisciplinaires.
Et donc, c'est vrai qu'en plus, hein, là, la période Covid, avec les applications tous anti-Covid ou des applications de télésuivi des patients, hein, comme Covidom, qui était mis en place par la PHP, on voit qu'on est vraiment dans cette ère de… voilà, en plus, on encourageait le côté rester à domicile et on évitait les contacts. Donc, ça a vraiment été mis en avant, ce côté numérique. Alors, une autre grande mutation identifiée, l'accentuation des exigences réglementaires. Et ça, c'est vrai que les entreprises nous ont vraiment parlé de ce sujet. Un renforcement de la réglementation pour les dispositifs et le diagnostic, un besoin accru de compétences réglementaires, de contrôle qualité, et aussi des profils sur lesquels c'est difficile de recruter, puisque la majorité des entreprises sont à la recherche de ce genre de profil. Aussi les métiers, les expertises du market access qui sont vraiment stratégiques et qui interagissent avec tous les autres métiers et où on a besoin d'une compétence market access, du travail de R&D jusqu'à la recherche clinique, voire même la production et la fabrication. Donc voilà, au niveau des mutations. Alors, c'est vrai que pendant l'étude, on a regardé aussi un petit peu l'impact Covid. Alors, c'est vrai qu'on a échangé avec les entreprises et que ça a quand même, ça va quand même avoir des évolutions majeures pour les métiers de commerciaux. C'est vrai que cette période-là a questionné le métier de commercial en santé. On n'a plus accès aux décideurs, aux médecins, aux chefs de service et aux acheteurs potentiellement. Donc voilà, il y a plus de salons. Enfin voilà, donc ça questionne pas mal le métier de commercial. Et puis c'est vrai qu'au-delà de ça, pour les entreprises de la filière, il y a potentiellement, vu l'impact économique qu'il va y avoir en région et partout en France, peut-être des reconversions ou de la main-d'œuvre qui sera disponible pour aller sur des métiers notamment peu qualifiés, hein, des agents de production ou ce genre de métiers pour lesquels ça peut être aussi difficile de recruter. On a vu aussi qu'en termes pour la filière, le contexte aussi politique était et est enclin à redynamiser, à relocaliser les acteurs français de la filière santé, hein, même si, dans cette concurrence internationale qui a accru, que ce soit pour la production de médicaments vaccins, pour la recherche clinique, parce que c'est vrai que la période a permis de lever certaines barrières de délai de dépôt, de délai réglementaire et d'aller un peu plus vite sur la recherche clinique, et c'est ce que les industriels souhaitent voir perdurer pour pouvoir repositionner la France mieux sur la recherche clinique. Et puis voilà, le contexte aussi du Ségur de la santé qui doit permettre un investissement à la fois matériel et humain au sein de l'hôpital, donc qui va impacter aussi la filière vraisemblablement. Alors, au niveau des métiers et des formations, l'étude est beaucoup plus complète et détaillée. C'est pas forcément facile de synthétiser les choses pour l'ensemble des sous-secteurs, mais on a essayé de faire une cartographie des métiers telle qu'elle est présentée là, entre des besoins stables et des besoins croissants et des profils qui sont assez disponibles et facilement disponibles jusqu'à des profils rares. Donc, ça reprend un petit peu les grands métiers, les grandes familles de métiers que vous recrutez. Donc, la R&D, bien sûr. La partie plutôt écosystème, donc réglementaire, market access, voire les expertises médicales. Ensuite, les métiers de la data, hein, vous voyez, hein, qui sont des profils rares et en même temps quand même assez croissants. Le marketing digital. Les métiers commerciaux qui restent des métiers qu'on recrute régulièrement et qui sont, dont les entreprises ont besoin. Le pool informatique et le pool plutôt production. On va être plutôt sur de la logistique, la maintenance industrielle, etc.
Alors, au niveau des compétences, on a essayé aussi de visualiser les choses en termes d'importance de la compétence et du nombre de citations pour essayer de représenter un peu les grandes thématiques. Et vous le verrez, c'est un peu les trois grands enjeux de la filière, le côté data digital, le côté réglementaire et le côté transversalité. Donc, vous voyez un petit peu ce qui est ressorti pas mal, qui a été dit souvent, c'est le côté réglementaire. Je vous disais, le data management. L'anglais, c'est un sujet qui a été cité de nombreuses fois et qui reste parfois problématique. Donc voilà, au niveau digital, il y a le côté codage, l'informatique, l'expérience utilisateur, l'interopérabilité, connectivité. Et puis, sur le sujet transversalité, c'est plus sur le côté pluridisciplinaire et polyvalence, la gestion de projet, le management d'équipe, les compétences de leadership et de gestion de projet. Comment je fais avancer mon projet, comment je communique dessus, comment je manage et je fais interagir les gens sur mon projet. Donc ça, c'est tout ce côté transversalité. Et puis réglementaire, on a mis compétences réglementaires, assurance qualité. Donc voilà un petit peu au niveau des compétences. Alors Émilie, je te propose qu'on s'arrête sur les 2 premières questions qu'on a dans le chat. Bien sûr. À commencer du coup par Madame Borel qui demande bonjour, que mettez-vous dans le métier Market Access exactement? Alors c'est vrai que c'est une terminologie qui a plutôt été abordée notamment à travers d'entretiens qu'on a pu avoir avec des dirigeants de biotech. Et l'idée, c'est vraiment la connaissance des marchés et l'accessibilité au marché. Donc, et c'est vrai que il y a une entreprise qui nous disait que ces métiers-là, ils sont intéressants dès le travail de R&D, mais aussi après pour la mise sur le marché, le côté fabrication. Et en fait, on va dire dans la chaîne de valeur du médicament, à tous les niveaux, c'est important d'avoir une expertise de market access pour savoir sur quel marché on va entrer, à quelles conditions, à quel prix, etc. Je te remercie. On a une deuxième question aussi du coup de Monsieur Asfouri. Bonjour, qu'est-ce qui explique la baisse des recrutements pour certains métiers qui, dans un contexte Covid, on a plutôt tendance à penser naturellement à une augmentation des besoins? C'est le cas pour les techniciens de laboratoire maintenance par exemple. C'est vrai que, on n'a pas forcément. C'est vrai que c'est le retour des entreprises, c'est-à-dire qu'elles sont parfois surprises de ne pas réussir à recruter sur certains métiers. Pour certaines, elles nous ont parlé de postes de secrétariat ou d'assistante commerciale, donc sur des métiers, on va dire, pas forcément hyper techniques ou hyper qualifiés, et pour lesquels elles n'ont pas forcément beaucoup de volume de candidats. Et c'est vrai que sur ces aspects-là, c'est aussi on va dire la marque employeur, la visibilité de l'entreprise, sa communication et la visibilité de la filière en fait qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que parfois on ne connaît pas bien le secteur santé, on va dire l'industrie de santé, l'entreprise en santé. Chez le grand public, la santé, c'est l'hôpital. Et donc, c'est aussi dans le plan d'action, ce qu'on recommande aussi, c'est un travail sur la visibilité de la filière, la variabilité des métiers, toutes les possibilités qu'on peut retrouver dans les entreprises. Donc, c'est vrai que c'est un peu surprenant dans le contexte actuel, mais certainement que c'est lié à la communication sur la filière, sur les entreprises et sur les métiers en tant que tels. Et avant de poursuivre, on a une dernière question aussi sur le market access qui finalement fait réagir. Oui. Est-ce que le profil de chargé de veille fait partie du market access? Alors, là, sur le market access, on est vraiment sur des métiers très, très liés au marché, l'accessibilité au marché. Et donc,
le côté veille est quand même un peu éloigné de ce point de vue-là. Mais à la limite, ce que je ferai, c'est qu'on va en parler, mais il y a des fiches, des fiches de poste qui ont été faites par le LEM, et donc on pourra peut-être mettre en lien ces fiches-là pour avoir un détail des métiers du marketing. Alors, au niveau des profils recherchés, des compétences, donc, on a eu dans l'étude des retours sur les techniciens de maintenance qui sont vraiment des compétences particulièrement recherchées. Alors, je vois que Madame Borel dit qu'il y a aussi des fiches de poste sur le SNITEM, donc on pourra peut-être mettre l'ensemble des fiches de poste. Et c'est vrai que tout ce qui va être lié aussi à la maîtrise des GMAO, c'est quelque chose qui est devenu indispensable et qui est recherché par les entreprises. Les postes aussi d'opérateurs de production et les agents de maîtrise dans plutôt on va dire l'industrie de process. Ils sont aussi des profils qui ont du mal à être recrutés. Aussi les métiers de la logistique industrielle. Donc voilà, tout ce qui va être, on va dire, la maîtrise des logiciels de RP, les compétences en management. On l'a dit, tout ce qu'on disait autour de la data, donc les profils de bioinformaticiens. Les profils avec double compétence, à la fois expertise scientifique, mais associée à des compétences de bioinformatique, de bioélectronique, de robotique, voilà. Les data scientists, donc vraiment des profils polyvalents qui vont avoir plusieurs compétences, mais qui sont vraiment spécialistes de la donnée. Les data managers aussi, qu'on a du mal à recruter. Notamment sur des profils seniors et des ingénieurs en informatique. Donc les profils avec des compétences, donc je disais UX, UI, mais aussi tout ce qui va être lié au développement Java, l'interopérabilité et la connectivité. Donc ça, c'est vraiment des profils recherchés. Alors, le métier du commercial, l'ingénieur, le cadre technico-commercial, des profils qui sont recherchés en région, notamment par les acteurs du dispositif médical, donc la vente et tout ce qui va être service associé, avec ce besoin d'une maîtrise du système médico-économique, les affaires réglementaires et la pharmacovigilance. Donc, on est sur des profils plutôt de diplômés en pharmacie, médecine ou diplôme d'ingénieur ou master 2. C'est vrai qu'un point aussi qui a été soulevé pendant l'étude, c'est, on l'a vu, la gestion de projet. Donc, le côté vraiment manager, project manager, avoir des profils qui ont des compétences en management d'équipe, mais aussi en gestion de projet transversal. Et donc ça, vraiment lié à la fois une compétence scientifique, mais savoir organiser le travail, savoir valoriser les résultats, les communiquer. C'est vrai que c'est aussi, on recherche aussi des soft skills et donc des capacités de management, de communication. Et c'est vrai que pour des profils, on va dire plutôt scientifiques purs, parfois c'est des choses qui sont pas forcément données dans les formations initiales. Et c'est plutôt des choses qu'on développe dans les entreprises en région, sur les valeurs, sur le coaching, sur la gestion du management, ce genre de choses. C'est plutôt des choses qu'on retrouve dans les grosses entreprises, je pense à Decathlon ou à Deo, et qu'il faudrait certainement développer aussi dans les formations initiales. Alors les trois métiers de demain, c'est effectivement bioinformaticien, data scientist ou ingénieur base de données et ingénieur en intelligence artificielle. Quand on regarde un petit peu les métiers de demain pour les entreprises de la région. Il fallait bien en choisir. Alors, en termes d'offres de formation pour la région, on a aussi dans l'étude complète, il y a beaucoup plus d'informations, mais c'est vrai que on a analysé l'offre de formation initiale, donc qui vont du niveau 1. Donc le niveau 1, c'est le niveau, principalement master, école d'ingénieur, au niveau 4, qui est le niveau bac pro.
Donc, vous voyez un petit peu la répartition, hein, avec surtout du niveau 3 et du niveau 4 en région. Et puis ensuite, on a la répartition par département. Donc, on a quand même une formation qui est plus développée dans le Nord, hein, l'offre de formation pour les métiers vers les filières santé. Donc voilà. Et sur la partie formation, ce que nous, on voulait mettre en avant, c'est que sur la partie formation initiale, on a eu des retours d'entreprises qui mettaient en avant un manque de profil plutôt Bac+2, des BTS, des DUT. Aussi des manques de profil sur les premiers niveaux dispensés dans l'essai professionnel. Il y a un besoin sur la formation diplômante digitale en santé et aussi sur un niveau Master 2 qui serait orienté outils diagnostiques. Donc voilà, des retours sur les formations initiales qui notamment demandent un décloisonnement des cursus avec des formations, comme je disais, multidisciplinaires, le côté polyvalent, ce côté aussi scientifique et informatique finalement. Et puis sur la formation continue, le côté double compétence sur des métiers commerciaux, techniques, marketing, mais qui ne seraient pas issus du secteur. Donc qui aurait une compréhension du système médico-économique lié à la santé, des besoins sur le côté affaires réglementaires juridiques, le côté data, digital, intelligence artificielle, l'expérience patient, mais les entreprises nous parlent aussi pas mal de formations classiques, hein, de besoins sur du management, sur du coaching individuel, sur de la gestion de projet, sur des langues. Donc, ça reste quand même quelque chose d'important. Alors, plan d'action pour la filière. Donc, c'est vrai que pour préparer ce plan d'action, on a synthétisé les mutations de la filière, comme je vous disais, hein, la transformation digitale, donc le côté impact de la donnée, l'e-santé, santé numérique, expérience utilisateur, les enjeux aussi réglementaires, donc voilà, un niveau élevé de connaissances et de savoir-faire réglementaire dans un environnement qui évolue beaucoup, et le besoin accru de compétences de ce type-là, et le côté transversalité. C'est effectivement des méthodes et des profils pluridisciplinaires, l'importance des soft skills sur notamment un management de projet, sur le projet, sur le management, sur le côté des cloisonnements et le côté market access. Donc ça, c'est les 3 enjeux. Donc le plan d'action, on l'a formalisé en 4 axes. Donc le premier, adapter la filière aux mutations économiques. Donc, on va dire plutôt structurer la gestion RH pour développer la filière en région. Deuxième axe, former aux métiers, aux évolutions de demain. Donc, adapter finalement l'appareil de formation initiale et continue. Faciliter les recrutements de la filière en développant la visibilité des offres, des métiers, des entreprises et professionnaliser aussi le recrutement. Et 4e axe, développer l'attractivité de la filière, faire connaître la diversité des métiers de l'industrie de santé. Donc là, on vous présente certains éléments, hein. L'objectif, c'était vraiment d'être assez concret pour que vous puissiez voir aussi éventuellement les dispositifs ou les outils pour vous aider par rapport à ça. Alors, adapter la filière aux mutations économiques sur l'axe 1, alors notamment, hein, parce que comme je vous disais, on n'a pas tout mis là. L'idée, c'est de pouvoir diffuser les pratiques sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour essayer de mieux anticiper l'évolution de l'entreprise. Donc, tout ce qui va être autour de la GPEC, des ressources, prévision des ressources, anticipation, évolution de l'entreprise et comment on adapte finalement ces ressources à cette évolution. Donc là-dedans, il y a pas mal de choses, mais voilà, c'est intéressant de faire monter en compétence les entreprises sur ce volet-là. Développer aussi et capitaliser sur des diagnostics RH à l'échelle de la filière ou du territoire. Donc c'est vrai que d'avoir la possibilité de faire des diagnostics courts justement sur le sujet GPEC ou recrutement d'une entreprise au regard de sa vision stratégique de CRH ou eux-mêmes
par rapport à sa qualité de vie au travail, ça peut être intéressant. Et donc, c'est vrai, il y a le dispositif PCRH qui est actionnable via l'OPCO2I pour des démarches individuelles d'entreprise ou collectives. Il peut y avoir des PCRH pour un groupe d'entreprises qui a envie de réfléchir ou de travailler sur la GPEC, par exemple, ou sur le recrutement. Donc ça, c'est un dispositif qui peut être intéressant. Aussi, alors, oui, sur la marque employeur, je pense qu'on va en parler. Je vois qu'il y a une question là-dessus. On va en parler aussi, mais c'est vrai que ça peut être aussi un sujet marque employeur à plusieurs entreprises qui est à travers un dispositif PCRH. Donc, dans le plan d'action, on propose aussi de partager et d'informer sur les pratiques de mutualisation de compétences. Ça, c'est un sujet qui peut être intéressant. Par exemple, se mettre à plusieurs pour recruter une expertise que seul on a du mal à recruter ou on a du mal à financer. Donc ça peut être intéressant. Renforcer aussi le tutorat pour une transmission des compétences internes. Ça, c'est important aussi dans la GPEC. Et donc, il y a des dispositifs de financement aussi sur le tutorat. Alors, sur la partie, dans cet axe-là, c'est important aussi de maintenir l'employabilité des salariés et de pouvoir sécuriser les parcours professionnels, notamment à travers la formation, et puis parce que les métiers évoluent. Donc là, effectivement, il peut y avoir des VAE, des bilans de compétences ou des accompagnements de type coaching. Il y a 2 dispositifs aussi qui existent, donc le programme Pass Industrie, pour essayer de créer des passerelles intermétiers sur des métiers en tension par bassin d'emploi. Et puis, il y a transition collective. Et l'idée, là, c'est plutôt un objectif de transférabilité, donc sans période de chômage pour des salariés qui seraient fragilisés. Donc ça, c'est des dispositifs qui existent en région. Alors, sur la partie formation aux métiers d'évolution de demain. Oui, bonjour, Véronique Robot. Bonjour. Oui. Vous souhaitez poser une question? Voilà. Donc l'axe 2, former au métier et aux évolutions de demain. Je vous prie de m'excuser, je suis en visioconférence. J'ai pris ma ligne, mais Marion va peut-être passer à la diapo suivante. Le micro, oui, tu peux reprendre la main. Super. On a 2 questions, si tu veux, dans le chat pour poursuivre pendant cette interruption. Que pensez-vous du développement de fonctions ressources sur les territoires pour accompagner les professionnels sur ces thématiques? Fonction ressources, qu'est-ce que vous entendez par là? Vous pouvez ouvrir vos micros et prendre la parole pour compléter. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, sur certaines thématiques en fait liées à la GPEC, par exemple, ou sur l'accompagnement donc des entreprises sur le volet RH et d'être davantage dans l'anticipation. On sait tous que tous les professionnels ne sont pas donc dotés de moyens et de connaissances donc nécessaires par rapport à ça. Des fois, tout simplement, on n'a pas le temps pour le faire. On l'a vu dans d'autres filières, le développement de fonctions ressources, c'est-à-dire un ensemble en fait d'experts qui sont là donc pour faciliter les choses aux entreprises en termes donc d'accompagnement ou peut-être parfois donc de formation sur comme on l'a vu tout à l'heure sur la transversalité en ce qui concerne le management de projet par exemple. Alors c'est vrai que pour répondre à votre question, alors je ne sais pas si ce sera la bonne réponse, mais aujourd'hui, entre guillemets, j'ai envie de dire les personnes ressources, c'est quand même au sein d'Eura Santé et du Clubster, il y a quand même des référents ou des personnes qui peuvent répondre à des questions sur les sujets RH. Je pense qu'il y a aussi votre OPCO qui peut
accompagner l'entreprise ou échanger sur éventuellement des besoins. Et c'est vrai que voilà, la formation continue, c'est aussi un moyen. Alors, vous le verrez, on propose aussi de mettre en place des groupes de DRH ou de RH ou de référents RH, entre guillemets, pour aussi avoir une dynamique d'échange par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux candidats, par rapport aux actualités RH et GPEC. Donc voilà, c'est un peu ça l'environnement de l'entreprise. Jean-Charles, tu voulais… D'accord, merci. Non, non, mais je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Émilie. C'est-à-dire qu'il existe déjà, enfin, je suis d'accord il faut des personnes ressources, parce que toutes les entreprises, évidemment, plus elles sont grosses, plus elles ont des moyens et des ressources en interne. Évidemment, quand on n'est pas une grosse entreprise, c'est compliqué d'avoir toutes les ressources en interne. C'est quand même déjà l'objet d'un certain nombre de structures, alors qu'elles soient effectivement, tu disais, associatives, que ça soit le GIE, que ça soit les OPCO, que ça soit, enfin, il y en a un certain nombre. On peut en créer d'autres, mais il faut surtout apprendre à utiliser celles qui sont là et à les utiliser avec efficacité, quoi. Enfin voilà, je pense que effectivement, c'est important. Elles existent, il faut bien les identifier et je pense que Eurasanté, enfin et tous les organismes qu'on vient de citer sont là pour aider et flécher les bonnes personnes. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à s'en rapprocher. Il y avait une autre question, Marion? Non. Je vais reprendre, mais après, c'était plus des précisions. La mutation des compétences peut également être portée par les groupements d'employeurs, par exemple. Et c'est ce que propose l'OPCO2I, en effet, au travers d'un accompagnement de 10 jours par un cabinet expert en RH entièrement financé par l'OPCO2I. Donc, ça complète ce que vient de dire Jean-Claude. Oui, c'est vrai qu'il y a des outils actionnables. Alors, sur la partie formation, pour les métiers et les évolutions de demain, on a identifié 2 niveaux de priorité au niveau de la région. En priorité 1, plutôt les profils Bac+2, BTS, DUT, pour lesquels c'est compliqué de recruter. Les métiers donc spécialistes de la data, les profils réglementaires et les profils commerciaux spécialisés en santé. Donc voilà un peu, voilà on va dire le premier niveau de priorité. En niveau 2, on était plutôt sur les profils Bac Pro, CAP. Et puis voilà, expérience utilisateur orientée santé, intelligence artificielle et la partie, on va dire plutôt sur des profils production, maintenance, voilà, ce type de profil. Mais c'est vrai que les entreprises nous ont dit on a du mal à recruter des Bac+2, c'est compliqué pour le côté réglementaire et sur les commerciaux aussi. Alors, pour la partie formation, pour la partie formation continue, dans le plan d'action, on a vraiment mis en avant la marque de formation Déci Santé qui a été développée par Eurasanté et par l'Iseform, qui est une marque dédiée aux entreprises santé. Et donc, c'est vrai que pour cet axe 2, on propose que cet organisme de formation puisse proposer des choses sur l'intelligence artificielle, sur la transformation digitale en santé. Comme je disais, les thématiques plus classiques liées au management, aux langues, à tout ce qui va être plutôt les soft skills et la gestion de projet. Et puis, enfin voilà, des formations spécialisées sur le côté notamment l'environnement juridique et réglementaire. Il y a déjà des choses qui sont proposées par Déci Santé, mais c'est vraiment les thématiques que nous on propose de travailler à l'avenir. Alors sur l'axe 3, sur la partie faciliter le recrutement de la filière santé, là c'est vrai que il y a un travail de professionnalisation des recrutements et aussi de l'intégration des collaborateurs parce que ça s'arrête pas quand la personne arrive dans l'entreprise. Et il y a aussi comment j'intègre le collaborateur, quel parcours je construis avec lui, le développement aussi et je le disais, développement des marques employeurs et de la qualité de vie au travail. C'est vrai que voilà, c'est tout un pan du métier des RH de aussi travailler sa marque employeur, être vigilant sur la qualité de vie au travail des salariés.
et de proposer des actions et des outils en ce sens-là. Donc c'est vrai que donc il y a effectivement des dispositifs de financement via le CODOSI sur ce sujet marque employeur. La qualité de vie au travail, c'est beaucoup d'aspects. Ça va être lié à la qualité du management, à la communication d'entreprise, mais ça peut être aussi lié aux conditions de travail, au bureau. Et c'est vrai que on pense aussi qu'avec le nouveau hub Rasanté, d'avoir aussi un lieu phare de rencontre et d'échange entre les salariés des entreprises, ça peut être aussi un point fort pour travailler sur cette qualité de vie au travail, proposer des échanges, des rencontres et des formations dans ce lieu-là. Alors, on propose aussi de travailler sur la mise en place d'outils d'attractivité de la région, essayer d'aller un peu au-delà de l'image que peut avoir la région et puis de peut-être parler aussi des atouts de la région, son positionnement central en Europe, les atouts culturels, etc. C'est aussi des choses pour essayer d'attirer les profils qui n'ont pas de base forcément très envie de venir dans le Nord. Et puis, je disais, mise en place de groupes, de DRH ou de RRH, en tout cas de rencontres pour partager sur des bonnes pratiques, sur transférer des compétences pour des grandes entreprises vers les startups, échanger sur comment j'utilise les réseaux sociaux, les job boards, voire échanger sur les candidats. Une entreprise qui a un candidat qui est à la fin de son CDD, qu'elle ne peut pas garder, qui est très compétent, de pouvoir créer un peu cette dynamique entre référents RH. Mais aussi, mais aussi inciter la mutualisation des compétences recrutées grâce au portage salarial, c'est aussi un point intéressant. Alors, sur le dernier axe, développer l'attractivité des métiers de la filière. Là, c'est vraiment un travail qui est assez large sur faire connaître et découvrir la diversité des métiers de la filière. Et donc, ça va vers le grand public, ça va vers les élèves et les professeurs du secondaire, vers les salariés d'autres filières, vers les demandeurs d'emploi, pour essayer de montrer la diversité des métiers. On a vu, il y a 4 grands sous-secteurs. Dans ces 4 sous-secteurs, il y a des métiers extrêmement variés, différents. Et donc, il y a beaucoup d'outils qui existent portés par les syndicats, le LEM, le SNITEM, sur déjà les fiches de poste, il y a des outils MOOC, il y a des webinars pour essayer de montrer un peu tout ce qui est possible dans le secteur. Et c'est vrai que même en lien avec la région, l'idée ce serait aussi, ça fait partie du plan d'action global, de peut-être déployer une journée dédiée à l'emploi pour la filière, comme ça peut être développé sur d'autres grosses filières. Donc voilà. Alors, au niveau de l'ensemble des résultats, il y a 2 formats qui sont disponibles. Donc, il y a un rapport complet qui reprend l'ensemble des éléments de l'étude avec des annexes, le questionnaire, l'ensemble des formations qui existent en région. Et puis, une synthèse qui est disponible, je pense, au format PDF. Une plaquette. Alors, je l'ai là. Voilà, une plaquette de 4 pages. Et donc ça, c'est disponible sur demande auprès de Rasanté pour que les entreprises puissent prendre connaissance de l'ensemble de l'étude qui a été menée. Merci beaucoup, Émilie. Merci pour ton intervention et surtout pour le partage de ces résultats d'études qui sont vraiment complets et de qualité. À nouveau, comme tu le disais, l'étude est disponible sur simple demande à l'adresse qui est située sur cette diapo, emploi@rasanté.com. Alors, pour compléter finalement cette présentation, on voulait avoir aussi un retour de dirigeants d'entreprises de la région qui nous ont rejoints. Il me semble que Christian nous a rejoints. Donc, nous avons Jean-Claude Charles, directeur général de S-Inter, également président de Clubster MSL, et Monsieur Christian Gourdin, directeur général d'Innovelan. Donc, bienvenue à tous les deux. Merci, bonjour.
Alors, je vous propose de commencer par une question. Vous êtes des structures qui sont assez différentes en termes de fonctionnement et de besoins. On peut revenir finalement sur votre propre expérience. Quel métier recherchez-vous finalement et quelles difficultés rencontrez-vous le plus pour le recrutement? Christian, à vous l'honneur. Merci Jean-Claude. Alors, on est une petite structure au sein d'un grand groupe, une petite structure qui travaille dans le domaine de la e-santé. On a une cinquantaine de personnes sur l'île et on fait maintenant partie du groupe Dédalus. Donc, le groupe Dédalus, c'est environ 7000 personnes réparties dans 40 pays. Et donc, les difficultés que l'on a, en tout cas sur le site de Lille, c'est le recrutement de collaborateurs dans le domaine informatique, évidemment, puisqu'on est dans le domaine de l'e-santé. Et dans le domaine informatique, on recherche surtout des développeurs. J'ai vu tout à l'heure dans le rapport, enfin dans la présentation, des développeurs qui ont une double compétence. Il y a les compétences techniques et je reviendrai dessus, et aussi une compétence métier. Comme on développe des applications voilà, pour des parcours de soins sur des thématiques spécifiques, on travaille beaucoup avec les professionnels de santé. Il faut à minima comprendre leurs problématiques, comprendre leur langage, donc, la double compétence est importante dans le cadre des développements. Dans les compétences de gestion de projet, aussi une compétence, une appétence pour le secteur de la santé. Et bizarrement, je ne sais pas si c'est bizarre, mais sur la partie chef de projet, on a moins de difficultés pour recruter. Et je pense que sur la région, il y a des formations justement en gestion de projet avec cette double compétence, ou en tout cas des gens qui se forment sur la gestion de projet et qui acquièrent aussi des compétences dans le domaine de la santé. Par contre, sur le domaine purement informatique, développement, sur les technos qu'on utilise, on est sur notre région, en tout cas, confronté à la concurrence de très grosses sociétés de services, hein, parce que des Capgemini, des Atos, des IBM et autres ont mis en place, alors avec Euratechnologies ou sans Euratechnologies, ont mis en place de gros centres de services. On a aussi la grande distribution sur la région qui a toutes ces équipes de développement informatique. On a quelques banco-assureurs aussi importants qui ont des équipes informatiques, donc qui recrutent le même type de profil que l'on recherche. Et on ne peut pas lutter à armes égales, en tout cas avec notre taille, tant sur la partie salaire que sur la partie marketing, marque ou autre, par rapport à des Auchan, des Leroy Merlin, des Noroto, des Castorama, et des grands noms des sociétés de services. Une petite entité, même si on fait partie d'un groupe maintenant important, en termes de connaissance de la marque, on a une attractivité qui est moins forte. Donc on essaye de jouer en tout cas sur autre chose qui est sur venez travailler dans la santé, parce que voilà, donner du sens à votre carrière de développeur informatique en travaillant sur un domaine qui est celui de la santé. Vous allez développer des applications pour participer à soigner des gens, et c'est différent que voilà, de développer des applications pour améliorer le panier moyen de la ménagère française. Mais tout le monde n'est pas réceptif. Enfin, les gens qu'on a en face de nous, surtout, on s'adresse à une population relativement jeune. Bon, oui, donner du sens à son métier pour travailler dans l'informatique de santé, finalement, si je suis mieux payé pour aller développer quelque chose, et puis dans le domaine du sport, chez Decathlon, bon, ça a autant de sens que de travailler pour la santé. Okay. Jean-Claude. Je vais essayer de prendre un peu le relais. Alors, je ne vais pas vous raconter tous les malheurs d'une entreprise qui essaye de recruter, parce que ça, bon, tous ceux qui sont avec nous et qui sont entreprises le savent, et tous ceux qui conseillent des entreprises
normalement l'ont déjà entendu. Mais plus d'essayer de dire un petit peu ce qu'on essaye de faire et là où on attend, là où on ne trouve pas et où on attend des solutions. Alors, un peu comme Christian, nous, on n'est pas une très grosse entreprise, on est 70 personnes. Alors, c'est à la fois pas mal et c'est suffisant pour commencer à avoir des postes un peu spécialisés en ressources humaines, voilà, en qualité, en qualité sécurité, affaires réglementaires. Et en même temps, 70, c'est pas beaucoup. On n'a pas des ressources illimitées d'ordre général pour encadrer des services généraux, comme on dit, et on est quand même une entreprise de techniciens, et vraiment de techniciens, parce que S-Inter, c'est une entreprise de service qui fait en fait le SAV des grands constructeurs de matériel médical, et des grands constructeurs de matériel médical de haute technologie. En gros, nos clients, c'est Siemens, Philips, Abbott, General Electric, etc. Et on fait pour eux de la maintenance de systèmes d'analyse de sang, de scanners, enfin voilà, d'ultrasons, de circulation extracorporelle, voilà. Et pas de choses simples, entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est un choix qu'on a fait. Alors, la marque entreprise, c'est quelque chose de compliqué pour moi parce que une des caractéristiques de S-Inter, c'est de n'intervenir que comme sous-traitant. C'est-à-dire que personne ne nous connaît, personne ne sait qu'on existe, et quand on arrive sur un laboratoire, un hôpital, une clinique, on vient faire la maintenance de Siemens, on vient faire la maintenance de l'appareil Siemens, de l'appareil General Electric, etc. Donc, personne ne nous connaît. Je ne peux pas trop développer la marque entreprise. En tout cas, jusqu'à un certain point. Et puis, depuis un an ou deux, on s'est mis à travailler sur cette communication, sur LinkedIn, sur un certain nombre de réseaux sociaux. Et ça a des effets. Vraiment, ça a des effets. Donc, la marque entreprise, on peut faire des choses. Il faut bien réfléchir. Il faut travailler avec des gens qui connaissent. Je ne vais pas faire de publicité pour les uns ou les autres, mais nous, on s'est rapproché de gens qu'on a connus via le réseau Eurasanté. Et qui nous accompagnent pour faire cette communication. Et vraiment, ça a des effets. La deuxième chose, c'est de participer à des choses comme aujourd'hui en disant qu'il faut essayer aussi à moyen terme d'influer sur ce qui peut faire évoluer, faire matcher mieux l'offre de formation avec les attentes des entreprises. Ça, c'est compliqué parce que c'est forcément très long. On sait très bien que modifier les parcours de formation, ça ne se fait pas comme ça. Pour avoir travaillé sur le sujet depuis des années avec toute l'équipe qui est là, on sait que c'est très, très compliqué. Mais n'empêche qu'il faut le faire. Ça fait partie de notre responsabilité. Après, recruter des techniciens, on l'évoquait tout à l'heure, et c'est vrai, j'ai vu passer dans les commentaires des choses en disant c'est très compliqué parce que, en plus, c'est des métiers où nous, bac plus 2, bac plus 3, alors tout le monde pousse vers bac plus 3, une fois qu'on y est, on pousse vers bac plus 4. Je suis d'accord avec ce qui a été dit là par Madame de Grise. La société pousse en disant plus tu auras un niveau d'études important, plus tu pourras choisir. Donc vas-y. Et on a beaucoup de mal. Alors après, les phénomènes de renouvellement de population, de jeunesse qui n'ont plus les mêmes centres d'intérêt, plus les mêmes. Et ça va encore changer, hein, parce que le Covid va lui-même induire, pas le Covid, mais tous les effets qui sont liés au Covid va induire des changements de comportement qui vont, pour certains, disparaître avec, je l'espère, le Covid, mais qui d'autres vont s'installer, vont transformer la société, encore une fois. Donc voilà, donc c'est vrai qu'au quotidien, c'est très compliqué de faire du recrutement. En même temps, on a un certain nombre d'aides et il ne faut pas hésiter à les utiliser parce que ce n'est pas une fatalité de ne pas trouver. Mais voilà, enfin, je pense que il y a une véritable règle qui est qu'il ne faut pas hésiter à remettre en question ce qui hier n'était pas imaginable. Je reprends l'idée de dire la marque entreprise, nous on pensait qu'on ne pouvait pas la travailler, qu'on devait rester totalement invisible. Et ben en fait on a réussi à la travailler et on travaille sur ça. À la fois en termes de visibilité et en termes de bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on a recruté une RH quand on a eu l'occasion d'avoir une RH qui est très efficace, qui se mobilise, qui a beaucoup d'idées, qui a créé des petites choses, des animations, des choses comme ça dans l'entreprise. On parlait tout à l'heure du bien-être au travail. Alors moi, je suis responsable d'entreprise, donc le bien-être au travail, c'est bien, mais enfin en même temps,
c'est pas ma priorité absolue. Ceci dit, dans la pratique, si on est un responsable d'entreprise responsable, faut vivre avec son temps. Et vivre avec son temps, c'est qu'aujourd'hui, il faut s'occuper du bien-être au travail de ses salariés parce que c'est ça qui fait qu'on peut les conserver. C'est ça qui fait qu'on peut faire en sorte que certains vont en faire venir d'autres. Nous, on travaille beaucoup aussi sur alors non pas le tutorat, mais le fait de faire venir des anciens de l'école, des gens qui se connaissent entre eux, qui ont gardé des relations, parce que les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça. Et donc, il y a du, comment on appelle ça, on récompense les gens qui font venir, qui nous donnent des candidatures extérieures et qui font venir d'autres personnes. Et ils ont d'autant plus envie de le faire que non seulement il y a une récompense, mais que quand ils parlent de leur entreprise, ils disent moi je travaille là et c'est vachement bien, t'as qu'à aller voir sur LinkedIn, t'as qu'à aller voir tout ce qu'on fait. Enfin, ils ont des exemples et ça, je crois que c'est important. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler, bien sûr. Je pense que vous le voyez toute la journée. Mais, Non, mais voilà. c'est vrai que ce que vous disiez, c'est important finalement dans la gestion RH au sens large et de mettre en place des petites actions à différents niveaux pour être attractif et avoir un peu plus de volume sur les candidatures. Après, c'est vrai que sur ce que je vous rejoins un peu, c'est-à-dire que c'est difficile, j'imagine, c'est vrai que c'est difficile de s'aligner sur certains niveaux de rémunération face à des grosses structures, mais je pense quand même qu'il y a il y a vraiment des choses à jouer sur notre filière parce que les nouvelles générations, elles sont quand même de plus en plus portées sur le sens que je donne à mon métier, etc. Donc, faut essayer. Alors, bien évidemment, si le salaire il est moitié moins, ça ne fonctionnera pas. Mais justement, sur ce que disait Monsieur Bourdin, sur le sens, pourquoi mon quotidien, ça va être quoi? Apporter des solutions pour les patients, mieux soigner. Enfin, voilà, ça a quand même du sens et ça peut être aussi un axe de travail, quoi. Non, mais il faut vraiment travailler. On est d'accord avec. Enfin, moi, j'ai le même problème. Hein, mes clients, vous l'avez compris, c'est des grands constructeurs médicaux. Les salaires qu'on peut proposer n'ont rien à voir avec ce que proposent les constructeurs médicaux. C'est peut-être pas du simple au double, mais les écarts sont importants. Donc, il faut jouer sur plein de petites choses qui font que les gens, finalement, se disent bah oui, mais ma vie, elle est différente chez S-Inter. Elle est différente pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Voilà, c'est forcément pas le plan. Enfin, celui qui ne voit que le salaire, forcément, je peux pas le garder, c'est impossible. Ça, c'est clair. C'est même pas la peine de lutter à ce niveau-là. Il faut chercher d'autres vecteurs. Et ces vecteurs, ils sont dans le bien-être au travail, dans l'évolution, dans la perspective de carrière, dans un certain nombre de choses, dans le fait de créer des passerelles. C'est-à-dire que moi, je sais très bien que j'ai un certain nombre de personnes qui vont partir dans plusieurs années chez ces grands constructeurs. Et ce qu'il faut, c'est accompagner ce parcours pour qu'il reste suffisamment longtemps chez moi pour que je puisse amortir finalement les coûts de formation et enfin voilà, les quelques années qui vont rester chez moi. S'ils restent 6 mois, c'est une catastrophe. Si j'arrive à les conserver 4, 5 ans, 6 ans, en leur donnant des perspectives, en travaillant avec mes clients constructeurs, voire à travers les syndicats professionnels dont on peut faire partie, aussi avec des gens qui sont à la fois nos clients mais nos compétiteurs. Pour faire en sorte qu'ils ne viennent pas les piquer, mais qu'ils aient un vivier de gens quand ils seront formés et qu'ils auront quelques années d'expérience, ils vont avoir un vivier de gens qui va les intéresser. Ils auront une première expérience chez moi. Donc, on a créé une espèce de bio, pour rester dans d'écosystème ou de biosystème entre nous qui fonctionne. Alors, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est aussi l'intérêt de notre métier. Voilà. Moi, je voulais vous interroger sur, parce que là, on est à peu près à un an de Covid. Est-ce que sur vos pratiques de recrutement et sur les difficultés qu'on a bien senties, qui sont différentes, hein, plutôt développeurs, informaticiens et plutôt techniciens de l'autre, est-ce qu'il y a eu des changements? Vous voyez des évolutions un peu quand même liées à cette période très particulière? Alors, sur la partie recrutement pur, nous, on avait recruté l'an dernier juste, il y a 3 personnes qui sont arrivées le jour où on était confinés. Donc, ça a été assez compliqué, mais formateur, d'intégrer 3 personnes. Parce que je les ai reçues le matin pour leur dire bonjour, bienvenue.
et je les ai reçus l'après-midi pour leur dire, eh bien, on ferme boutique, enfin, on ferme boutique, façon de parler, on ferme les locaux et vous serez en télétravail à partir de ce soir chez vous, en les équipant très, très rapidement d'un PC, de tout ce qu'il fallait pour qu'ils puissent télétravailler. Mais avec aucune intégration, aucun travail d'équipe. Enfin, voilà, c'était compliqué, mais on s'est adapté. On a bien été forcé de s'adapter. Et donc sur le travail en home office, et ça nous a permis d'évoluer. On a mis en place depuis le Covid, alors au début de force, maintenant de gré, le télétravail. On est encore en télétravail quasiment à 100%. Il y a quelques personnes qui sont au bureau, mais sinon, pour les autres, on est quasiment à 100% en télétravail, en espérant que ça s'arrête un jour, comme disait Jean-Claude, à ce Covid, qu'on en voit enfin la fin. Mais même si on en voit la fin, on va continuer le télétravail, pas à 100%. On est en train de négocier, de discuter donc avec le CSE sur ce qu'on fera à l'issue, mais je pense qu'on va garder entre 40 et 60% de télétravail. Et ça, c'est quelque chose auquel moi, j'étais pas du tout. Enfin, faut évoluer avec son temps. Le télétravail, le travail en équipe et le fait d'avoir, surtout quand on est dans une petite structure, on est une cinquantaine de personnes dans des locaux, on se croise tous au matin, on a un sujet à discuter avec quelqu'un, soit on le voit à la machine à café, soit on va le voir directement dans son bureau. Là, quand on est en télétravail, c'est un peu différent. Alors après, on a des outils, on lui propose un Teams dans la demi-heure qui suit, on essaye de l'interpeller, mais c'est pas la même chose. Il n'y a pas la même proximité que lorsqu'on est tous dans les mêmes locaux. Donc, on s'adapte et voilà, on va garder une partie de télétravail. On va aussi mettre en place, télétravail, c'est le home office, et on va aussi mettre du flex office, c'est-à-dire être plus souple aussi. On était obligé de le faire grâce ou à cause du Covid en disant on adapte les horaires, on ne peut plus n'arrivez plus tous à 8h, à 8h30, mais vous arrivez de manière étalée, c'est ce qu'on nous avait demandé de mettre en œuvre quand on a déconfiné. Et donc, on va aussi intégrer ça, donc des logiques de flex office où à la fois les gens font du télétravail, à la fois les gens n'arrivent plus forcément tous en même temps et font les mêmes horaires de travail. À côté de ça, avec tous les outils qu'on a pu mettre en place, alors pas spécifiquement pour le recrutement, mais pour pouvoir travailler à distance, voilà, ça change un peu les relations avec les collaborateurs. Et puis, on s'aperçoit que pour le recrutement, eh bien, le fait de proposer du flex office, du home office, permet de nous différencier par rapport à certains acteurs. Et puis, on regardait surtout attirer les gens qui étaient sur la métropole lilloise, parce que quand vous venez travailler sur l'île le matin, vous savez tous, c'est pas toujours évident. Donc, on leur dit, vous devez être là à 8h30 et jusqu'à 17h30 ou 18h. Bon, ils sont pris dans les bouchons, etc. Et en mettant du flex office, du home office, ça nous permet d'étendre un peu notre sphère d'attractivité en se disant, peut-être que des gens qui habitent à 50 km, à 100 km, s'ils doivent venir que une journée par semaine au bureau ou 2 jours par semaine au bureau, et le reste du temps en télétravail, on peut travailler avec ces gens-là. Je pense qu'on ne passera pas comme d'autres sociétés à 100% en télétravail. Enfin, on n'est pas Google, on n'est pas ce genre de structure. Il faut garder une proximité, surtout pour les jeunes qu'on intègre. Et nous, on a beaucoup de jeunes. La moyenne d'âge est de 33 ans dans l'entreprise, donc beaucoup de gens qui ont débuté chez nous. Donc, il faut garder cette proximité, surtout dans l'intégration. Après, une fois que les gens sont bien installés dans leur poste, maîtrisent bien, c'est plus facile de leur donner un peu plus de liberté et de les laisser travailler à distance et autres. Mais ça change un peu notre manière de voir le fonctionnement de l'entreprise et ça change aussi un peu notre attractivité ou en tout cas notre cible pour les personnes qu'on souhaite recruter. Mais est-ce que ça veut dire que finalement, vous pouvez aussi aller sur des candidats qui ne seraient pas localisés en région, potentiellement? Oui, on a recruté dernièrement 2 personnes. Il y en a une qui est sur Caen.
Et donc, on lui a fait un contrat où il vient tous les 15 jours faire un point chez nous. Alors, c'est quelqu'un qui est expérimenté, hein, on n'est pas obligé de l'intégrer avec une présence forte, un tutorat forte, quelqu'un d'expérimenté. Et puis, on a recruté quelqu'un qui est en Picardie, enfin en ex-Picardie, dans les Hauts-de-France, mais en ex-Picardie. Et donc, il vient régulièrement, mais il est plus obligé d'être là tous les matins au bureau. Il ne sera plus obligé, parce que pour l'instant, on est encore en télétravail. Oui. D'accord, ok. Alors, il y a une grosse différence, effectivement. Alors, nous, on a 80% de notre population qui est de la population de techniciens terrain et qui donc sont répartis à travers toute la France et en Belgique, quelques-uns en Belgique. Donc, effectivement, il y a eu quelques modifications et dans le processus de recrutement et dans le fonctionnement. Alors d'abord, moi je dois dire, je suis pas vraiment un adepte du télétravail. Alors, pour les techniciens terrain, évidemment, c'est impossible, c'est juste impossible. Eux, ils sont obligés d'aller intervenir sur les machines. Les quelques-uns qu'on a en atelier aussi, ils sont obligés de venir. Donc la question ne se pose pas. Pour le recrutement, forcément, avant, on envoyait des annonces, on faisait venir des gens. Là, c'est plus compliqué. On a dû se mettre à la page sur la visioconférence et le recrutement à distance. On fait quand même venir les gens en finale, hein, parce qu'il n'est pas question d'embaucher des gens sans les avoir vus. Et puis, on a aussi développé, du coup, on a poussé des compétences en interne, parce qu'on a des managers en région qui font les premiers entretiens. Voilà, et c'est plus nous qui allons. Après, forcément, on s'adapte. Moi, j'ai programmé une tournée dans toute la France qui va durer 3 semaines, là où je vais voir tous mes techniciens par petits groupes de 2 ou 3, parce qu'avant, on faisait un grand séminaire annuel. Et ben évidemment, là, on peut plus le faire, le séminaire annuel. Donc, et pourtant, c'est important de réunir nos équipes, de faire comme on dit, du team building, etc. Nos gens ne se voient jamais. Et pour qu'ils aient pour créer un esprit d'entreprise et un esprit de corps, et parce qu'il faut qu'ils s'entraident quand même. Vous savez, c'est pas parce qu'ils se voient pas qu'ils s'entraident pas. Il faut qu'ils se connaissent pour pouvoir se donner des tuyaux, s'appeler, se dire bah tiens, telle intervention je peux pas la prendre, est-ce que tu peux me la reprendre parce que moi je dois partir en urgence de l'autre côté. Enfin voilà, je vais pas vous le faire en détail, mais forcément le fait de pas pouvoir se voir, ça a poussé plein de modifications dans notre façon de fonctionner. Alors pour les services support, alors là pour moi c'est une catastrophe le télétravail, hein, parce que alors il y a des petits plus, bien sûr, pour les gens c'est parfois un peu mieux, ça je dis pas. Une petite dose de télétravail c'est sans doute bien, et je pense qu'on la conservera, mais quelle déperdition d'énergie quand les gens ne sont pas ensemble, ne se regardent pas, ne sont pas dans la même pièce pour se passer des informations. Ça c'est vraiment, j'en rajoute peut-être un petit peu, mais on a tenu pendant un certain temps, mais il y a un phénomène d'usure qui se met en place quand même. Et là, ça commence à peser. Franchement, on en parle beaucoup. Et on est en train de revenir un peu en arrière. C'est-à-dire qu'on a, alors c'est caractéristique hein, sans doute, mais voilà, avant on n'en faisait pas du tout du télétravail. On ne savait pas ce que c'était, à part le très haut management qui de temps en temps travaillait un peu de chez lui pour être tranquille. Et bien maintenant, tout le monde est en télétravail dans les services de support. Et on va forcément revenir un peu en arrière parce que finalement, il y a une trop grande déperdition d'énergie. Alors, on en gardera un peu, mais voilà. Enfin, voilà ma vision à moi de la modification liée notamment au Covid. Oui, bonjour à tous, c'est Madame de Grise de l'OPCO 2I. Merci messieurs là pour ces témoignages, c'est très intéressant. J'ai posé une question moi par rapport au fait des recrutements. Est-ce que vous ressentez une espèce de regain d'intérêt des candidats pour le secteur de la santé en raison de la crise sanitaire? Est-ce que vous avez le sentiment que ça intéresse davantage de gens qu'avant, que de venir travailler dans le domaine de la santé, bon, même si vous n'êtes pas fabricant de médicaments, hein, mais vous êtes malgré tout dans le domaine de la santé. Donc, est-ce que vous avez ressenti un regain d'intérêt auprès des candidats pour ce domaine? Alors, moi, non. Moi, non. C'est déjà difficile parce que il y a des gens qui sont techniciens n'imaginent pas forcément exercer leur métier dans le monde de la santé.
quelques-uns, une faible quantité, sont même effrayés par le fait d'aller dans la santé parce que tout de suite ils voient des maladies. Bon, c'est pas la majorité, mais voilà. Mais avec l'effet Covid et alors c'est pas le télétravail, mais l'effet Covid fait que les gens, d'abord, je trouve qu'ils ont moins tendance à changer d'entreprise parce qu'ils s'interrogent quand même sur ce qui va se passer dans le futur. Donc il y a une moins grande mobilité des salariés, ce qui nous bénéficie aussi sur ceux qui sont chez nous, par contre, hein, ça faut le reconnaître. Et puis voilà, alors enfin, j'ai pas d'effet inverse non plus en disant oh là là, il y a le Covid, on va aller travailler dans la santé, c'est dangereux. Donc ça, moi je le ressens pas, mais j'ai pas des soignants, j'ai des techniciens. Hein. Christian, je sais pas. Alors moi, je l'ai ressenti sur un domaine particulier qui est la cybersécurité. Ouais. Parce qu'on a dans le groupe quelques experts sécurité, dont un chez nous. Oui, on a eu des demandes spontanées sur la partie sécurité, puisque avec tout ce qui se passe en ce moment, en plus, ces derniers temps, on est vraiment servi. Toutes les attaques. Donc, les gens qui sont spécialisés dans ce domaine se disent, bon, là, il y a vraiment quelque chose à faire, à protéger sérieusement les données de santé, ce qui se passe dans les hôpitaux, etc. Mais sinon, l'attractivité du domaine de la santé, comme je le disais tout à l'heure, pas de différence pré-Covid, pendant le Covid, on y est encore, et on verra post-Covid, mais non. Les jeunes qu'on recrute, il y a des profils, hein, il y a des profils qui sont plutôt grands groupes, il y a des profils qui sont plutôt bien formatés pour travailler dans une PME ou qui préféreraient travailler dans une PME. Après, le secteur d'activité, entre la banque ou la grande distribution, l'industrie ou le domaine de la santé, j'ai pas vu de différence. Après, je sais pas si dans l'étude vous avez ou si on pourrait comment dire formater ça, mais il y a dans les gens qu'on recrute, je veux travailler plutôt dans un grand groupe ou dans une PME. Bon, là, il y a déjà pourquoi tu veux travailler dans un grand groupe? Moi, je veux travailler dans un grand groupe, c'est les perspectives, l'international, l'évolution, etc. Parce qu'ils se disent, dans une PME, de toute façon, comme il n'y a pas beaucoup de personnes, les évolutions seront plus difficiles. Donc, je vais aller dans un grand groupe parce que je pourrais aller partout, je pourrais faire changer de métier, changer de pays, etc. Bon, ok. La PME, elle a quelques difficultés à les convaincre qu'on peut faire autant de choses que dans un grand groupe, même si on peut faire pas mal de choses déjà dans une PME. Après, il y a le deuxième sujet, c'est rémunération. C'est sûr que Jean-Claude le disait tout à l'heure, parfois c'est presque une différence, alors pas forcément du simple double, mais il y a peut-être un tiers de plus entre les grandes structures qui ont des moyens importants et des revenus importants par rapport à nos PME. C'est sûr que si, quand on rencontre quelqu'un, son critère premier pour faire le choix, c'est le salaire, on va avoir du mal à lutter. Donc est-ce qu'il est déjà formaté ou en tout cas attiré par la PME? Est-ce que le salaire va être le seul critère ou le principal critère? Et est-ce qu'il va donner du sens? Et ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que les jeunes, ou certains jeunes, veulent donner du sens à ce qu'ils vont faire, à leur métier? Pas juste ça me ramène de l'argent, c'est ce que je fais, c'est pertinent pour l'écologie, c'est pertinent pour les concitoyens, etc. Et là, le domaine de la santé, donc on arrive à mettre ça en avant. Donc si on peut définir le profil, en tout cas pour ce qui nous concerne, quel serait le candidat type, indépendamment de sa formation, il est chef de projet, il est informaticien, il est spécialiste de la sécurité, parce que les PME l'attirent. Est-ce que le salaire est son critère premier ou pas? Est-ce que la convivialité au travail, parce que dans une PME, je trouve que la convivialité ou la proximité avec les dirigeants, avec les managers, est un peu plus importante que dans un grand groupe. Et puis, nous, on est sur le secteur de la santé. Est-ce qu'il veut donner du sens à ce qu'il va faire? Et s'il veut donner du sens, la santé, là, je pense que ça peut être dans le top 3 du classement. Ils veulent donner du sens parce qu'ils vont travailler dans l'écologie, ils veulent donner du sens parce qu'ils vont travailler dans la santé. Là, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, hein, parce que
J'ai assisté il n'y a pas très longtemps à une présentation d'un baromètre sur la perception des gens sur la formation en général. Je pourrais vous le faire suivre après si vous voulez. Et le sens, à cause de la crise du Covid, le sens de son métier prend vraiment maintenant beaucoup d'importance pour les jeunes, mais pas que. Hein. D'après cette étude-là, qui a été faite sur un millier de personnes comme ça dans la rue, bon, je pense me souvenir qu'il y a une personne sur deux qui envisage de changer de boulot. Donc, Monsieur Charles, vous disiez, bon, les gens, ils sont un peu frileux, donc ça, pour nous, c'est intéressant parce que du coup, à cause de la crise, ils tiennent à leur boulot et puis pour l'instant, ils partent pas. Mais attention, parce que ça ne peut peut-être pas les empêcher d'avoir des projets, parce que visiblement, en tout cas d'après cette étude, il y a beaucoup de gens qui ont des projets. Après, faut passer à l'acte, ça c'est autre chose. Mais le sens, ça prend vraiment beaucoup d'importance à cause de la crise du Covid. Donc, et là, moi, je trouve justement que pour vous qui êtes dans le domaine de la santé, comme vient de le dire Monsieur Gourdin, c'est que c'est vraiment, là, je trouve, moi, une attractivité à développer en termes de sens de son métier. Qui n'impactera, enfin, auquel tout le monde ne sera pas forcément sensible, mais beaucoup le seront de plus en plus, je pense. Après, si on peut faire une campagne de publicité sur les médias régionaux, voire nationaux, pour dire la filière santé, voilà, dans les Hauts-de-France, recrute la filière santé, donnez du sens à votre métier, à votre avenir. La filière santé, c'est aussi des PME et beaucoup de PME qui recrutent et que voilà, ça fasse du bruit auprès de nos candidats potentiels. Parfait, on est partant, on veut bien témoigner, hein, Jean-Claude. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais vous savez, en entretien d'embauche, c'est pas rare qu'on pose la question quand même. Moi, j'aime bien quand les gens me disent, bah, en plus, tant qu'à faire d'être technicien ou peu importe, hein, ou d'être secrétaire ou d'être RH, bah, je préfère le faire dans une entreprise comme la vôtre parce que je sais que voilà, l'issue, c'est l'entretien des dispositifs médicaux et que ça permet de soigner des gens et de sauver des vies. Mais je l'entends pas souvent, honnêtement. Hein. Je pense que les gens, c'est assez rare. Voilà. Je voudrais bien l'entendre plus souvent. Bah, je pense que ça va venir. Je crois que vous allez, j'espère que vous allez l'entendre de plus en plus. Ouais. J'espère. Alors nous, on le met dans nos messages, mais je pense, enfin, malheureusement, je trouve que ça fait pas assez écho. Et non seulement on le met dans nos messages, mais aussi bien en interne qu'en externe. Et en interne, c'est important parce que ça pèse sur la responsabilité des gens. Hein. Et effectivement, c'est pas la même chose quand il resserre une vis chez nous que quand il la resserre sur une console de jeu ou sur je sais pas quoi, ou sur un grippin. Hein. Et c'est un peu différent quand même. Ça peut avoir des effets. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Madame de Grise, je pense quand même que ça va avoir tendance à être de plus en plus important parce que dans les études là sur la gestion des ressources humaines et les tendances certainement encore accentuées par le Covid, on voit que les nouvelles générations, elles seront quand même de plus en plus portées sur le sens au travail, mais ça veut dire quand même que dans l'entité, même si elle est petite, il faut quand même se questionner sur sa qualité de vie au travail, qu'est-ce que recherchent mes salariés, comment je les motive et je les mobilise. Donc, effectivement, je leur donne un peu de flexibilité, un peu de télétravail. Enfin, voilà. Quels outils j'ai pour amener des petites pierres, puisqu'on n'a pas que la rémunération sur laquelle on peut agir constamment, quoi. J'espère que c'est un facteur qui joue en notre faveur de travailler dans les métiers de la santé. Mais si c'est le cas, c'est plutôt en amont. C'est-à-dire que quand les gens ils arrivent chez nous, ils viennent voir chez nous parce que déjà on est dans ce métier-là. Donc c'est pas forcément ça qu'ils mettent en avant. Et enfin voilà, donc effectivement. Mais je suis preneur, hein, si effectivement quelqu'un peut financer des campagnes de sensibilisation en disant plutôt que d'exercer dans le bancaire, venez exercer le même métier mais dans la santé, ça m'intéresse. Faut contrôler. Il y avait peut-être une dernière question. On est vraiment sur le dernier timing. On la prend. Moi, j'ai une question simple hein, par rapport donc aux freins
à la qualification, c'est la réalisation en fait des périodes d'application en entreprise, surtout dans ce contexte en fait Covid. Là, c'est une réelle problématique parce que moi personnellement, j'ai vu pas mal de formations en fait reculer, voire même annulées, parce que bon, il n'y a pas de possibilité ou c'est très difficile de réaliser le stage en entreprise qui est donc réglementé par le référentiel donc de formation. Je pense que là, il y a un enjeu en fait important parce que ça impacte en fait le recrutement futur, hein, ne serait-ce que par rapport donc au nombre de personnes formées mises sur le marché hein, de l'emploi. Je ne sais pas côté entreprise si vous êtes confronté à des difficultés, si vous avez trouvé donc des solutions pour pallier à ce problème-là, parce que c'est un moyen aussi hein, donc de cibler des bonnes candidatures. Vous, vous évoquez plutôt du coup là les stagiaires ou les alternants? Quand vous parlez de... Oui, tout à fait. Les stagiaires de formation professionnelle, par exemple. Bah, c'est vrai que c'est un axe vraiment aussi à développer par les entreprises, c'est-à-dire que parfois quand elles sont en difficulté de recrutement sur certains profils, elles se tournent du coup vers des profils plus juniors ou vers des stagiaires de fin d'études. Donc elles font entre guillemets, elles n'auront pas forcément quelqu'un de qualifié, mais du coup c'est vrai que le travail avec les écoles qui forment sur les métiers pour lesquels on cherche des profils, c'est important d'être bien connu de ces écoles-là, de travailler main dans la main, de prendre des stagiaires, voire de prendre des alternants. Et donc, c'est vrai que c'est une alternative et c'est un peu tout le panel qui est à développer au-delà du recrutement en tant que tel. Mais ce travail de stagiaires et d'alternants, c'est vraiment aussi important à développer. Alors, je sais que l'OPCO est assez présent aussi en ce moment sur les sujets de l'alternance. Mais c'est vrai que c'est important de aussi travailler là-dessus. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ce qui est compliqué pour les entreprises, c'est que les stages en télétravail, en distanciel, c'est quand même assez compliqué et qu'il faut trouver une solution pour quand même continuer à avoir des stagiaires, mais sans qu'il y ait vraiment de vide dans l'entreprise, quoi. C'est vrai que c'est un bon moyen. Nous, on a 30% de nos collaborateurs qui ont débuté chez nous et tous ceux qui ont débuté chez nous ont débuté après un stage, soit de fin d'études, soit après une formation en alternance de 1 an ou 2 ans. Et voilà, ils ont été embauchés à l'issue. Depuis 12 mois, c'est compliqué. On avait prévu de prendre des stagiaires l'an dernier. Le confinement est tombé. En accord avec leur école, ils ont pas fait leur stage et ça les a pas empêchés d'avoir leur diplôme. Hein. Il y a eu des accords parce que c'était quasiment impossible de prendre des gens comme ça alors qu'on était tous en télétravail, qu'il n'y avait personne au bureau. On a déconfiné là au printemps, enfin juste avant l'été. On a repris 2 alternants. Et c'est difficile parce qu'un alternant, ça nécessite d'avoir un tuteur. Le tuteur, ce qui fait que son tutorat à distance, sur des développements où il faut regarder ce qu'ils font, être à côté d'eux un peu pour les aider, c'est pas facile pour nous. Période difficile, oui, pour les stages et l'alternance avec un tutorat rapproché. Non, c'est vrai que c'est une période compliquée, mais c'est vrai c'est aussi un axe à travailler quand on a des difficultés sur certains postes, quoi. Là, avant de vous rejoindre, j'ai assisté à une réunion, une présentation d'un secteur industriel, le verre, présenté par un monsieur de la cristallerie d'Arc. Et lui, voilà, il se dit aujourd'hui, il y a des profils, juste on ne les trouve plus. Par exemple, les techniciens de maintenance. Bon, là, j'ai vu passer dans l'étude que il y a eu des embauches quand même dans le secteur de la santé, tant mieux. Mais les techniciens de maintenance, c'est introuvable sur le marché. Donc, chez Arc, ils se sont résolus à les former eux-mêmes en alternance, hein, en contrat d'apprentissage. Donc, c'est certain que sur certains profils, maintenant, les entreprises n'ont plus le choix. Hein, et c'est vrai que, bon, comme vous le savez, on a repris en main le financement des contrats d'apprentissage.
Donc, moi, j'en ai visualisé à peu près 200 là, à la campagne de l'automne dernier. Je n'ai pas compté, peut-être que je pourrais avoir des stats après plus précises, mais je peux vous dire que les BTS techniciens de maintenance, c'est la star du contrat d'apprentissage. Hein. C'est ce qu'on a sans doute financé le plus. Hein. Ça, c'est clair. Ouais. Donc c'est vrai que c'est là une solution pour recruter demain, vos collaborateurs de demain. Alors oui, bon, il faut un peu les encadrer, mais pensez quand même que le gros de leur formation se déroule à l'extérieur. Hein. Ensuite, il faut les accompagner quand ils arrivent, mais ça c'est pareil pour n'importe quel collaborateur que vous recrutez. Même si c'est un bac+5, vous le parachutez pas comme ça devant son poste, hein, il est lui aussi accompagné. Donc là, bon, c'est des jeunes, l'accompagnement doit être un peu plus poussé, d'accord, mais n'oubliez pas que le gros de la formation se fait quand même à l'extérieur. Et c'est sûr que les OPCO vont tous, nous en fait en gros aujourd'hui on n'a plus que 2 missions, hein, c'est développer l'alternance et développer la formation dans les PME de moins de 50 salariés. Donc on va effectivement vous essayer de dynamiser beaucoup le marché de l'apprentissage, on va dire. C'est vrai. Alors on n'a pas le temps là, mais tous les métiers ne s'y prêtent pas. Vous savez, un technicien de maintenance sur le terrain, vous pouvez pas le prendre en apprentissage, c'est pas possible. Entre la réglementation, les contraintes de réglementation, les difficultés de planification, les problèmes d'assurance, le fait qu'il sache jamais où il sera le lendemain, même s'il est avec un tuteur, c'est extrêmement compliqué. Donc on peut en prendre qu'un à la fois, qu'on forme un peu en atelier. Voilà, c'est impossible de prendre un technicien en alternance sur le terrain, sauf à lui faire le boulot d'un technicien comme s'il était déjà complètement formé. Auquel cas, on le forme pas vraiment, quoi. Non, mais je sais que c'est pas toujours facile, hein, parce que sinon tout le monde le ferait. C'est marrant, moi ce que je dis souvent, c'est que l'apprentissage, tout le monde trouve ça très bien, hein, tout le monde est pour, mais c'est Jean-Yann qui disait, c'est comme l'écologie, quoi. Tout le monde est pour, mais il n'y a jamais personne pour sortir les poubelles. L'apprentissage, c'est un peu pareil. Tout le monde trouve ça super, mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui hésitent à se lancer. C'est vrai, mais c'est pas si facile. Mais on en a, hein, on en a en informatique, on en a en qualité et sécurité. Ça, on a parce que c'est des métiers où effectivement, quand on est sédentaire, c'est faisable. C'est pas. Sur le terrain, j'aimerais bien. On a essayé même en formation mobile, on a essayé. C'est tellement compliqué, ne serait-ce que pour pouvoir faire sortir quelqu'un. Oui, non, mais il y a des métiers qui ne s'y prêtent pas. Mais juste pour… Il y a pas mal d'entreprises, Marie-France, qui nous ont parlé de métiers de commerciaux, justement, des profils commerciaux qui prennent en alternance. Donc, bien sûr. Ouais. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, pour les entreprises de plus de 250 salariés, elles doivent avoir un pourcentage d'alternants dans leur effectif au moins 5%. Hein. Sinon, elles payent des taxes supplémentaires, un peu comme pour les travailleurs handicapés. Ouais. Donc, vous deux, je sais bien que vous n'êtes pas encore concernés, hein, peut-être un jour, qui sait. Mais voilà. On en a des alternants, donc on n'a pas de problème avec ça. Non, mais ramenez ces 5% par rapport à votre effectif et regardez un peu où vous en êtes. Hein. Mais je vous parle à vous deux parce que vous êtes là, mais vous faites ce qu'il faut, c'est super. Mais c'est vrai que c'est un discours que les OPCO vont porter pour essayer vraiment de développer au maximum l'alternance et notamment l'apprentissage dans les entreprises. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je propose qu'on conclue là-dessus, sur ce sujet de l'alternance, puisqu'on déplace un petit peu notre timing. Je tiens vraiment à remercier nos intervenants, Madame Émilie Gazot, Monsieur Jean-Claude Charles et Monsieur Christian Gourdin, pour vos présentations et vos témoignages, qui ont vraiment participé à ce débat, et également tous nos participants, qui ont été très riches en conversation et en questions. Je vous rappelle aussi que l'étude complète est disponible simplement sur demande à l'adresse emploi@eurasanté.com. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Je vous envoie de toute façon à la fin de cette présentation
l'ensemble de la présentation et des documents qui vous ont été présentés. Merci à tous. Merci beaucoup et merci à la Direct qui a financé cette étude et qui permet, et je sais aussi que c'est compliqué, hein, je veux dire, et qui permet aussi d'avoir des réflexions et d'essayer de faire avancer les choses voilà, dans ce sens-là, dans le bon sens. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à Au vous. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.